J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisque j'ai le plaisir d'accueillir Isis. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Déjà pour commencer, est-ce que tu vas bien? Merci également pour l'invitation. Oui, je vais très bien, Marine. Et toi? Très bien également. Aujourd'hui, on va justement parler du coup de bien-être, de construire sa vie, d'avoir un business qui tourne justement autour de sa vie et non pas l'inverse. Mais avant qu'on commence, est-ce que tu peux rapidement te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie et aujourd'hui à quoi ressemble ton quotidien? Pour me présenter, moi, je m'appelle Isis Tétan. J'ai fondé Femme Entrepreneur depuis un peu plus de 3 ans. On accompagne les coachs, thérapeutes et consultants à faire la transition, je l'appelle du one-to-one vers le one-to-many. Mais à côté, je suis également, mais surtout pas à côté, je suis également maman, je suis mariée, j'ai un parcours assez, on va dire, beaucoup de reconversion parce que je suis ingénieure à la base. Ensuite, je fais une école de commerce et ensuite, j'ai décidé d'être à mon compte. Voilà, et voilà, j'adore ce que je fais et je suis ravie de pouvoir partager ça avec vous sur ce podcast. Voilà. Comment est-ce que l'idée t'est venue de te lancer à ton compte? Parce que du coup, enfin, tu viens quand même d'un métier d'élite, mine de rien, quand on est ingénieur, il y a quand même aussi cette reconnaissance et ce statut social de... Et puis même le nombre d'études aussi que tu as fait. Non pas que Mhm. être entrepreneur, c'est réducteur ou quoi que ce soit, mais à quel moment est-ce que ton cerveau a shifté et tu t'es dit, là, en fait, j'ai besoin de prendre le contrôle sur ce qui se passe au niveau professionnel? Bonne question. En fait, je pense que c'est un peu, ça vient de mon parcours d'enfance. Je Ok? pense que c'est le fait d'avoir vu mes parents. J'ai grandi dans une famille assez modeste, hein. Pas, on n'est pas dans la pauvreté, je manquais de rien, mais j'ai vu mon père perdre son travail, j'ai vu ma mère aussi un peu struggle quand elle allait au travail, devoir faire de longs voyages pour aller à l'autre bout du pays pour travailler. Enfin, et voilà, l'argent était un peu un sujet, c'était souvent un sujet de dispute. Et ben, je m'étais dit que je vais tout faire dans ma vie pour ne jamais manquer d'argent et pour que mes enfants n'en manquent pas. Donc, je pars sur une étude, une école d'ingénieur en me disant, bah, ça va être génial, je vais faire beaucoup d'argent, je serai ingénieur. Comme tu dis, c'est le métier d'élite et tout. Et bah, malheureusement, je me retrouve avec la réalisation au bout de 4 ans d'études que bah, c'est pas vraiment ce que je veux faire. Ayant fait des stages, je me suis confrontée au terrain, donc j'ai vu que bah, c'est vraiment pas comme je l'imaginais. Et à ce moment-là, je me dis, bon, pourquoi pas essayer de lancer une activité par moi-même, à côté hein, de mes études. Donc je me mets avec ma sœur, on s'associe et on décide de lancer une marque de vêtements. Et à côté, ensuite, je fais également ce qu'on j'appelle du freelancing, mais en gros, c'était juste, je m'étais inscrite sur une plateforme en ligne. Tu sais pas, tu connais la plateforme 5 euros. Aujourd'hui, ça Oui. s'appelle ComeUp, voilà. Donc, je m'inscris sur cette plateforme-là, je commence à proposer mes services. Et le shift, vraiment, il s'est passé quand j'avais reçu mon premier, tu vois, le premier chèque, parce qu'à l'époque, c'était des chèques que je recevais, j'étais encore au Cameroun. Je me suis dit, waouh, donc ça marche ce truc. On peut vraiment rester chez soi, travailler et avoir de l'argent en ligne. Donc là, ça avait créé quelque chose dans ma tête où tu vois, ça a ouvert plein de possibilités et je gagnais déjà autant que mes parents à ce moment-là, étant encore étudiante ingénieure. Et là, je me suis dit bon, faut que je prenne ça au sérieux. La marque de vêtements, pareil, hein, en 2 ans, on a fait plus d'1 million de chiffre d'affaires. Wow. Et en fait, je me suis dit, bah, c'est ça, en fait, c'est ça qui fait pour moi être entrepreneur. Du coup, ce qui se passe, c'est que je décide de continuer mes études et de faire une école de commerce. Je pensais que ça allait être la voie pour être une bonne entrepreneur parce que il y a encore beaucoup de doutes, j'avais pas trop confiance en moi. Je me disais, bah, qui suis-je? Je suis ingénieur, j'ai pas toutes les compétences. Malgré, tu vois, tu dis waouh, mais tu trouves que c'était des grosses réalisations, mais je pensais que c'était pas grand-chose en fait à ce temps-là. Donc, je vais faire une école de commerce ici en France. Je me spécialise dans entrepreneuriat et management de l'innovation. Tu vois, c'est le mot entrepreneuriat qui m'attire. Je me dis que je vais apprendre l'entrepreneuriat. Bon, spoiler alert, j'ai pas vraiment appris l'entrepreneuriat. J'ai surtout appris à être une bonne salariée parce que j'ai fini bah, à trouver un boulot dans un grand groupe dont je tairai le nom. Bah, je travaille pendant 2 ans et après j'en ai marre. Je me dis, bah, c'est pas pour ça que j'ai signé à la base, c'est pas pour ça Mm. que je suis venue dans une école de commerce. Donc, allez, fais le grand saut et fais ce pourquoi tu t'es lancé. Mais c'est pas été facile, Marine. Ça n'a pas été facile parce que quand tu as déjà ce confort, Mm. tu gagnes un bon salaire, voilà, tu fais des missions importantes et tout, bah, tu n'as pas envie de lâcher ça du jour au lendemain. Mm. Donc, on va dire que la vie m'a un peu poussée à lâcher parce que c'est déjà, j'ai eu un fils.
Donc voilà, là, je voyais les choses un peu différemment. Donc quand tu deviens maman, bah, tes priorités changent. Et en plus de ça, j'ai vécu une situation à mon boulot qui a fait que bah, dans commun accord, on décide d'arrêter tout simplement le contrat. Du coup, voilà, je me suis dit, bon, c'est une grosse opportunité de faire mes preuves maintenant. Je me donne un Mhm. an. Je me donne un an pour faire cette activité femme entrepreneur à fond. Et si au bout d'un an, j'ai pas gagné l'équivalent de ce que je gagnais en tant que salarié, j'arrête tout. Donc c'était mon challenge. Et voilà, ça a marché. Au bout d'un an, ça y est, l'activité a explosé et bah, j'ai continué et j'ai plus jamais fait de marche arrière. Et je ne compte pas faire de marche arrière. C'est marrant parce Voilà que pour la grande histoire. non, elle est hyper intéressante et je trouve ça hyper important de creuser à chaque fois pour comprendre la source et l'origine. Parce que Ouais. c'est vrai que quand on voit les gens parler sur les réseaux ou même notre entourage où les gens disent oui, c'est possible de gagner de l'argent sur Internet, etc. En fait, vu que c'est pas palpable et vu que c'est pas commun dans la société, malgré qu'on soit quand même en 2025, les gens ont quand même encore beaucoup de difficultés à accepter qu'on puisse gagner de l'argent en restant chez soi. Ouais. Malgré qu'attention, hein, ça ne veut pas dire que l'on travaille moins, bien au contraire, parfois on travaille peut-être même plus. Mhm. Et c'est vrai que le fait de le toucher du doigt, tu vois, le fait de te dire, ah ouais, quand même, c'est possible, t'arrives à te projeter et à te dire, bon, bah, au final, j'ai peut-être cette casquette d'entrepreneur que j'aime tant et qui est faite pour moi. Tout au long, du coup, de ce parcours-là, et maintenant, tes business ont bien grandi et tes multicasquettes et t'as vraiment touché à tout type de business. Quelle est la plus grande erreur que tu considères avoir faite dans ton parcours? S'il y en a Alors, une. Attention, s'il y il en y en a a une, parce plein. que il Il est y en a possible qu'il n'y en plein. ait pas. Pas du tout, il y en a plein des erreurs et parfois on fait des erreurs même sans se rendre compte que ce sont Mm. des erreurs. C'est quelques années après qu'on réalise. Je pense que la plus grande erreur que moi j'ai faite, c'était déjà au sein de Femmes Entrepreneurs. Bon, ça va faire un peu cliché, mais de n'avoir pas investi plus tôt dans des accompagnements pour me former moi-même. Mm. J'avais déjà on va dire que en sortant de l'école et en ayant travaillé un peu, je me disais bon, je peux gérer. Moi, je suis ingénieure, je peux trouver des solutions, je peux me débrouiller. Mais Mhm. j'ai passé beaucoup de temps en fait à juste tourner en rond. Et le moment où j'ai vu la différence dans mon activité, c'est quand j'ai décidé de me faire aider moi-même. Donc, j'ai travaillé avec pas mal de mentors, de coachs, etc. pour vraiment bah, passer au niveau supérieur. Donc, mon erreur, ça a été, je pense, de ne pas avoir fait ça plus tôt. Après, si je peux citer une autre erreur qui est un peu plus personnelle, un choix personnel, c'est, je pense, de n'avoir pas, on va dire, j'ai commencé mon activité en faisant du one-to-one. Donc, c'était vraiment des séances, du temps que je vendais en échange. Et je pense que bah, peut-être passer beaucoup plus tôt au one-to-many, c'est-à-dire accepter de vendre mes tarifs à des tarifs un peu plus hauts, même Mm. si je partais de zéro. Accepter d'avoir un modèle où je peux accompagner plusieurs clients en même temps. Mm. Je pense que c'est le syndrome de l'imposteur, en fait, Complètement. qui nous fait parfois se sous-estimer et commencer petit, voir petit et Mm. tout. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas, en fait. Donc, voilà, Complètement. l'erreur, ça a été de ne pas oser voir plus grand Mm. plus tôt. Je te Voilà. rejoins complètement alors sur les deux points. Moi, à partir du moment où j'ai commencé à investir sur moi-même, c'est là où réellement j'ai vu l'évolution au niveau de mon business qui est passé de vraiment un simple hobby à vraiment quelque chose de, OK, au final, on va Ouais. vraiment le considérer comme un business, comme quelque chose Mhm. de sérieux. Et le fait encore plus de dire, bon, ben, en fait, peut-être que je connais pas encore tout à fait ma valeur, mais c'est pas pour ça que je dois vendre mes trucs à 19, 29 euros. Et c'est pas pour ça que je dois me brader. Moi, pour la petite anecdote, au début, moi, du coup, je suis dans la création de contenu. Mes premiers articles de blog, je les vendais 20 euros. Alors qu'aujourd'hui, avec l'expertise, etc., mais c'est des articles qui valent 200, 300, voire parfois 400 euros autour de toute la Waouh, stratégie ça. SEO. Et en fait, quand je me revois il y a quelques années me brader autant, presque payer pour travailler, en fait, pour moi, ça a été l'une des plus grandes erreurs. Parce que mine de rien, aujourd'hui, je préfère qu'une personne ne paye pas, mais au moins d'être sûre de ma valeur et de mon Valeur. prix, Mhm. plutôt qu'une personne vienne à moi juste à cause du prix et au final reparte à cause du prix parce que c'est réellement ce qui se passe. Personne qui Ouais. vient pour te prix, elle repart pour le prix parce qu'elle va pas être fidélisée, elle va pas forcément percevoir la valeur que tu vas lui transmettre. C'est ça, Euh, elle te voit un peu comme une commodité, quoi. Tu es juste une exact- option parmi tant d'autres. C'est... ouais. Exactement. Et d'ailleurs, moi, tu vois, j'aime bien comparer ça aux marques et aux marques blanches dans les supermarchés. Quand t'as Mhm. pas le choix, tu te penches sur les marques blanches, mais quand tu commences à avoir la possibilité d'acheter des marques, etc.,
très généralement, on repasse aux marques traditionnelles du style Nutella, Nesquik, tous les trucs où vraiment tu sais que la valeur du produit que tu vas payer, elle va s'y retrouver parce qu'il y a une affection particulière pour cette valeur-là. Mhm. Mhm. Et moi, Tu c'est fais pas ça juste aussi à cause que... du prix. Ouais, exactement. Le prix ici est complètement dissocié, donc j'aime bien, tu vois, avoir aussi cette perception. Et je comprends maintenant, tu vois, l'aspect de construire un business autour de sa vie et non pas l'inverse. C'est pas tu dois pas t'accommoder à ton business, c'est ton business qui doit s'accommoder à toi. Est-ce que on va rentrer un petit peu plus en profondeur par rapport au business et à la stratégie, etc. Mais Ouais. avant, c'est vrai que pour pouvoir vivre et pour pouvoir avoir un business qui tourne, il faut avoir des clients. Aujourd'hui, est-ce que selon toi, ce qui va bloquer le plus tes clientes dans leur évolution, bien entendu, c'est le mindset ou le manque de stratégie? Oula, c'est le mindset sans hésiter. D'abord, le mindset, vraiment. Alors, certes, il y a des personnes qui ont déjà le mindset et pour qui la stratégie, c'est la priorité. Mais la plupart de mes clientes, effectivement, bah, ont besoin de ce gain en confiance par rapport à ce qu'elles proposent, d'avoir un bon rapport à l'argent aussi, parce que le rapport à l'argent, il joue beaucoup dans tout ça. On parle là des personnes qui quittent des séances à 60 euros de l'heure à un programme à 1000 euros, 2000 euros, quoi. Il y a un grand gap. Donc, réaliser qu'en fait, on ne vend plus là juste du temps et des séances. Là, on vend une vraie transformation. Et est-ce qu'on a assez confiance en nous pour apporter la transformation à la personne? Mm. Et si voilà, s'il n'y a pas ce travail de mindset, bah, on n'osera pas. Et même si on aura beau te dire à quel point c'est important de vendre à tel prix ou à quel point il y a un marché, de faire toutes les études de marché pour te dire voilà ton client, etc. Mais si toi déjà au fond t'es pas sûr de ce que tu proposes, il y aura toujours un petit blocage. Et ça se perçoit un peu hein, quand tu as des conversations avec quelqu'un. Imagine que tu as un client en face ou un potentiel client en face. Tu lui dis, bah, mon offre, c'est 1000 euros. Et toi, tu ressens cette crainte. Tu dis, bah, est-ce qu'il va accepter? Est-ce que? Bah, souvent, la personne en face aussi le perçoit. Il sent qu'il y a pas assez de leadership. Et du coup, tu vois, ça contamine un peu ton prospect. Et du coup, il perd un peu confiance. Voilà. Donc, soit il faut savoir masquer cette peur, soit il faut savoir travailler sur soi justement pour ne plus avoir cette peur de dire ses prix. Alors, je parle du prix, mais ça peut être n'importe quel sujet qui est lié à la confiance en soi, bien sûr. Donc, oui, le mindset avant, je dirais. La même chose ou si tu remarques une différence? Ah oui, alors moi, non, moi je remarque vraiment la même chose parce que ben, autant quand tu crées du contenu, enfin, t'arrives à un stade où il va falloir t'exposer un minimum, même pas que ce soit juste sur les réseaux, mais pour vendre, il va falloir que tu crées un lien de confiance, donc que ça passe par un appel, par une masterclass, par un échange Mhm. téléphonique. Dans tous les cas, la personne, elle va passer par un sas humain à partir du moment où tu veux vendre un peu plus cher. Et c'est vrai que ça me fait réfléchir parce qu'il y a cette notion d'engagement que les gens ont peur. C'est beaucoup plus facile de vendre un truc one shot où tu vends une session ou une séance à 60-70 euros. Soi-disant, tu vas traiter un petit problème du quotidien de ton client ou ton potentiel client. En fait, l'engagement est beaucoup moins fort que si tu lui dis, bon, ben, je vais t'accompagner pendant 10, 20, 30 séances et on va transformer tout cet élément-là, on va chambouler tout ça. En fait, pour moi, il y a vraiment, au-delà de la confiance, il y a vraiment l'engagement qu'on a vis-à-vis de nos clients et vis-à-vis de nous-mêmes. Parce que si au final, tu veux vendre un pack, tu veux vendre un truc plus cher, il faut qu'il y ait une transformation derrière. Tu peux pas te permettre de juste vendre pour vendre. Mhm. Et le fait d'être capable de générer cette transformation et de créer cette transformation chez l'autre, je trouve que ça a un compromis 50-50, attention, ça ne dépend forcément, bien entendu, pas que de nous, C'est mais ça. il y a vraiment cet engagement 50-50 de bah, moi je te donne tout et ton client doit tout donner également. Et c'est vrai que cet engagement peut faire peur. C'est comme par exemple quand on te dit qu'il n'y a pas de bon moment pour avoir un enfant ou qu'il n'y a pas de bon moment pour prendre les plus grosses décisions de ta vie. Parce qu'en fait, Mhm. l'engagement est tellement grand que ton cerveau va toujours aller chercher des excuses, des trucs pour justement ne pas affronter cet engagement-là. Donc, bien entendu, pour moi, le mindset avant toute chose. Parce que, Mhm. encore une fois, si tu vois quelqu'un d'essayer de te vendre un truc à 3000 euros, mais que la personne elle bégaye et qu'elle n'est absolument pas sûre ni adaptée dans le terme de conversation, ben, en fait, toi, tu vas pas du tout lui faire confiance. Complètement, c'est un red flag. Et j'aimerais revenir sur ce que tu as dit par rapport à l'engagement et est-ce que c'est plus facile de vendre
une séance à 60 euros, par exemple, au lieu d'un programme à 3 000 euros. Je dirais, d'un point de vue psychologique, c'est peut-être pas plus facile, mais d'un point de vue marketing, c'est pas forcément plus facile, hein. Donc, c'est exactement les mêmes efforts de marketing qu'il faut faire, le même investissement parfois en temps, en argent qu'il faut faire, mais sauf qu'à la fin, le résultat, il est moindre quand tu vends une séance versus un programme. Souvent, les gens me disent, j'entends souvent ça, hein, moi, je veux créer un abonnement à 30 euros par mois, comme ça, j'aurai du récurrent, etc. Mais je leur dis, bah, c'est exactement les mêmes efforts que tu vas faire pour promouvoir ton abonnement que tu ferais pour promouvoir un programme à 3 000 euros. Mais finalement, qu'est-ce que toi, où est-ce que tu te sens le plus à l'aise? Est-ce que c'est avoir du volume et le même argent, ou est-ce que c'est avoir peu de personnes à accompagner et ce même montant à la fin, sachant que c'est exactement les mêmes inputs que tu vas Exact, devoir mettre dans la machine, dans le process. Ok. tout à fait. Donc voilà, il faut enlever ce mythe que vendre un petit produit, c'est forcément plus facile Mm. que vendre un produit plus cher. Bah, c'est pas forcément le cas. C'est Eh ben, juste un c'est fonctionnement surtout différent. complètement. Et au-delà même du fonctionnement qui est différent, je trouve que parfois, des petits produits ont une promesse tellement élevée que ça crée le doute, tu vois. C'est comme, j'aime bien comparer les trucs aux marques, mais c'est comme un Nokia 3310 et un iPhone, tu vois. Le Nokia Ouais. 3310, tu vas peut-être le payer 10 euros, il peut être très solide, mais il va pas faire tout ce que peut faire un iPhone. Et du coup, tu vas forcément avoir une envie de faire davantage confiance à l'iPhone qui, lui, a sa valeur qui est posée, à un prix qui est posé, bien, bien, bien plus cher, bien, bien, bien plus élevé. Mais la transformation face à un iPhone et face à un Nokia 3310, elle est complètement différente. Et c'est vrai Mhm. que parfois on a tendance à oublier ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui sur le marché, on peut voir deviens la CEO de ta vie en 6 mois avec un produit à 39 euros. Je suis désolée, mais 39 euros, moi tu vas pas révolutionner C'est ma vie en ça. 6 mois. Tu vois. Ah Il oui. y a aussi ce truc de méfiance aussi qui se crée Mhm. Et l'inverse, c'est vrai, tu vois, quand les gens voient qu'un produit coûte cher, il y a souvent, psychologiquement, on se dit que c'est de meilleure qualité aussi. complètement. Complètement. Je pense qu'il y a tout à aligner. Est-ce que face à ces visions-là qu'on a un peu abordées autour du produit et autour des approches que vous pourriez avoir, est-ce que c'est à ce moment-là que t'es venue la méthode COLOS? Puisque du coup, toi, tu es la fondatrice de cette méthode. C'est une pédagogie qui est très spécifique vis-à-vis de ta méthodologie et de ce que tu vas mettre en place. À quel moment est-ce que l'idée t'est venue? Et est-ce que tu peux nous l'expliquer un petit peu pour qu'on comprenne dans quelle Ouais. direction tu as construit justement ton business autour de ta vie? Alors, il y a deux parties à ta question. Donc, déjà, comment la méthode est venue, ensuite, l'expliquer un peu plus en détail, et ensuite, moi-même, comment est-ce que j'ai construit mon business autour de ma vie. La méthode, en fait, elle est venue de ma propre expérience. Quand je suis quittée du one-to-one moi-même à un accompagnement avec des séances, avec un modèle hybride, etc., je me suis dit, OK, qu'est-ce que j'ai fait? C'est quoi le chemin arrière? Je Mhm. suis rentrée en arrière et j'ai dit, OK, c'est quoi les étapes que j'ai suivies pour arriver à cette transition? Et j'ai envie que ce soit vraiment clair, précis pour les gens. Parce que quand on dit one to many, ça peut vouloir dire tout et n'importe quoi. Ça peut être une formation, un sommet, un séminaire ou autre, un livre même, hein. Ça peut être beaucoup de choses. Donc je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait clarifier tout ça et donner les étapes concrètes pour arriver à lancer un programme ou un accompagnement one to many. Donc pour mon cas, ça a été de commencer par concevoir l'offre. Donc la CLOS, le C, c'est pour conception, concevoir l'offre, c'est-à-dire une offre qui va pouvoir se vendre à minimum 1 000 euros. Pour moi, c'est vraiment le Mhm. palier en dessous duquel il ne faut pas aller, surtout qu'on va vendre avec des pubs, etc. Bon, on va y revenir. Donc la conception de l'offre et surtout la conception de ce que j'appelle un produit minimum viable. Dans le monde des startups, c'est très utilisé, hein, ce concept où on ne va pas créer un produit final avant de vendre. On va créer une version minimale du produit, le tester, avoir des retours des utilisateurs et ensuite perfectionner le produit au fur et à mesure. Donc c'est exactement ce concept-là que j'ai pris des startups pour mettre dans ce que je fais. Et, et ça marche super bien parce qu'en fait, quand on fait ça, on évite de passer des mois à finaliser le produit sans être sûr qu'il va se vendre. Et une fois qu'on a fait cette conception, on va faire le lancement. Donc le L, c'est lancement. C'est-à-dire, moi, je vais, par exemple, m'assurer que, OK, est-ce que les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, ce sont mes clients idéaux? Si oui, Mhm. comment je peux présenter mon accompagnement à ces personnes-là? Et sinon, comment je peux attirer de nouvelles personnes qui correspondent à ma cible vers cet accompagnement? Donc, sans vouloir entrer dans trop de détails, le lancement, souvent, il se fait soit de façon organique, c'est-à-dire en faisant du contenu, hein, comme ce que tu enseignes, Marine, soit de façon payante, donc avec la publicité, pour aller chercher une nouvelle audience vers ce programme. Et une fois qu'on a fait ça, on a les premiers clients et donc on peut maintenant
perfectionner le produit. Donc, on passe à l'étape 3 que j'appelle l'optimisation, donc le O. Et l'optimisation, c'est justement réajuster qu'est-ce qu'on a fait qui marche bien, qu'est-ce qui marche moins bien, et juste optimiser tout ça. Ça passe par les chiffres. Il faut comprendre ces KPI, les Mhm. indicateurs de performance. Par exemple, imaginons que vous faites de la publicité, il y a 100 personnes qui voient votre pub et puis il y a une seule personne qui achète. C'est peut-être un indicateur que voilà, il y a un truc qui marche pas. Donc là, on va se poser la question, mais où est-ce que ça coince dans le système et réajuster. Et ensuite, la dernière étape, une fois qu'on a réajusté ou optimisé, on va faire le scaling. Donc, c'est emmener à l'échelle supérieure. Et le scaling, c'est un mot très utilisé, mais moi, je l'utilise plus pour parler de délégation, dans le sens où on n'est plus seul à tout gérer. On peut avoir un système qui tourne, qu'on soit là ou pas là, full time. Parce que voilà, être solopreneur et être entrepreneur, c'est deux postures différentes. Au Complètement. départ, on commence souvent seul, hein, mais Mhm. on n'est pas obligé de rester seul. D'ailleurs, c'est pas du tout recommandé. Et ça rejoint ça permet de répondre à la question que tu m'as posée après, comment je fais pour que mon business soit au service de ma vie? Je m'entoure, je suis pas seule à gérer mon business. Ok. Euh, j'ai commencé par avoir une assistante qui m'aidait dans pas mal de tâches, un peu couteau suisse. Et ensuite, voilà, j'ai eu des personnes un peu plus spécialisées, donc sur la partie vente, sur la partie marketing et sur la partie livraison du produit. Donc, comment est-ce que je fais que les clients obtiennent des résultats? Donc, le scaling, c'est ça, hein, c'est la dernière étape. Elle est souvent, je dis qu'elle est optionnelle parce que on peut faire seul jusqu'à un certain niveau de chiffre d'affaires. Et à un moment donné, si on veut dépasser ce palier, il faut déléguer. Il ne faut pas être seul. Aujourd'hui, ton équipe, elle se constitue de combien de personnes? Parce que c'est vrai que quand on parle de s'entourer, de déléguer, moi j'ai Mhm. souvent cette question de dire, mais en fait, moi je sais pas de qui j'ai Qui? besoin, Ouais. je sais pas qui est-ce que je dois avoir autour de moi. Ouais, c'est une très bonne question. Je me la suis posée plusieurs fois aussi. Qui est-ce que je dois avoir autour de moi? Et c'est aussi une grosse erreur d'aller trop rapidement déléguer Mhm. sans se poser vraiment la question, qu'est-ce que ça va m'apporter? Mhm. Pourquoi on délègue en fait? On délègue parce qu'on veut gagner plus de temps et ou plus d'argent avec son business. Donc, qui fait gagner plus de temps? Qui fait gagner plus d'argent? Alors, c'est clair qu'un business, il vit grâce au cash. Très concrètement, hein, votre business, il peut tourner, il tourne grâce à l'argent. S'il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de cash, même si vous avez tout le temps du monde. Donc, je vais d'abord prioriser les profils qui peuvent rapporter plus de cash dans l'entreprise et que ce soit de manière directe ou indirecte, de toute façon. Donc, par exemple, je vais me dire, OK, quels sont les pôles, les départements de mon entreprise? C'est le terme Mhm. utilisé dans les grandes boîtes, mais voilà, Mhm. même si vous êtes seul, même si vous êtes un solopreneur et que vous venez de commencer, vous avez des départements dans votre entreprise. Donc, ne pas se sous-estimer. On a tous un département marketing, un département vente, un département livraison, ou plutôt delivery, bon, on l'appelle l'endroit où on sert les clients. C'est le département des gens qui servent les clients. Donc, une fois que je connais mes départements, bien sûr, je mets de côté l'administratif, le légal et tout. Une fois que je connais mes départements, je vais me dire qui peut m'aider dans chacun de ces départements. Mhm. Voilà. Donc, au niveau du marketing, ça peut être quelqu'un qui fait du contenu, donc un community manager ou un social media manager, ou voilà, quelqu'un qui vous aide à faire plus de contenu, donc gagner plus de temps là-dessus et du coup, indirectement, plus de chiffre d'affaires. Mhm. Dans le département vente, qui peut m'aider? C'est quelqu'un qui va pouvoir prendre par exemple les rendez-vous commerciaux, appeler, fixer des rendez-vous, faire les appels de vente. C'est souvent ce qu'on appelle un closer Mhm. dans le jargon du business en ligne. Et dans le département livraison, qui est-ce qui peut m'aider à gérer avec les clients? Ça peut être par Mhm. exemple un coach, quelqu'un qui va coacher les clients avec moi ou sans moi. Ou même ce qu'on appelle un customer care ou un customer success manager, voilà. Donc, quand on connaît ces départements, on peut savoir qui va intervenir dans quoi, qui va être responsable de chaque département. Bien Mhm. sûr, nous, on devient un peu un manager. Une fois qu'on a une, deux, trois personnes, il faut manager les personnes qui sont dans chaque département. Et là, c'est un autre level. C'est pour ça que je dis que c'est pas tout le monde qui veut en arriver là. Mais voilà, c'est le chemin Mhm. nécessaire pour dépasser, je dirais, les 20 000, 30 000 de chiffre d'affaires par mois. J'aime bien cette réalité et cette lucidité que tu transmets dans cet épisode de podcast parce que c'est vrai que généralement les gens rêvent d'avoir une équipe, d'avoir des locaux, d'avoir des gens qui travaillent avec nous, etc. Sauf que Mhm. je trouve qu'il y a très peu de gens qui vous disent que être entrepreneur, c'est très différent d'avoir une équipe. À partir du moment où on a des gens qui travaillent avec nous, je trouve qu'on est un peu moins entrepreneur et on est plus manager et on va plus gérer les équipes,
contrôler ce que chacun fait, donner un peu la direction du bateau, mais après, tu sors complètement de l'exécutif et tu chapeautes un peu tout ça. Donc, c'est plus du pilotage que à Mhm. proprement de l'entrepreneuriat à proprement parler, tel qu'on le connaît quand on est bah, tout seul. Et c'est vrai que parfois, je trouve que ça fait un peu peur. Alors, moi, je t'avoue, j'ai eu cette partie-là et j'ai fait un marche arrière à 360 degrés parce que justement, j'aimais beaucoup trop être dans l'exécutif et être dans du RH, ça m'a vite gonflé. Mais après, Mhm. voilà, ça dépend aussi de la vie que vous souhaitez construire et de la prévision que vous avez de votre quotidien. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, je travaille encore toute seule? Non, j'ai des gens dans mon équipe qui m'aident. Mais c'est quand même une gestion qui est différente et une organisation qui est différente. Aujourd'hui, s'il y a une personne qui nous écoute, qu'est-ce que tu leur recommanderais si ils voudraient trouver une cliente en plus? S'ils voudraient facturer en plus aujourd'hui ou dans la semaine, est-ce qu'il y a une action que toi tu fais toutes les semaines pour te dire, OK, là je vais faire ça parce que je sais que ça va me faire vendre. C'est vraiment au cas par cas. Chacun ne part pas du même point de départ, ne veut pas arriver au même point d'arrivée. Mais imaginons que vous commencez de zéro. Si vraiment, tu vois, j'imagine point de départ, point zéro. Vous voulez avoir un premier client. Qu'est-ce que vous faites? Moi, ce que je recommanderais à la personne au quotidien, c'est de se concentrer sur avoir des conversations avec son client idéal, tout simplement. Tous les jours, il faut que tu aies des nouvelles conversations, il faut que tu parles à tes clients idéaux cibles, que ce soit par message, que ce soit par appel. Et Mm. c'est en parlant avec eux que tu pourras identifier leurs problématiques et faire une offre. Ok, il faut que tu puisses faire des offres régulièrement, peut-être pas tous les jours, mais régulièrement faire des offres. Donc, la première étape, c'est se dire bah, où se trouvent ces personnes que je veux servir? Ces personnes qui ont la problématique que je résous. Est-ce qu'ils sont sur Instagram? Est-ce qu'ils sont sur LinkedIn? Est-ce qu'ils sont dans les groupes Facebook? Est-ce qu'ils sont ailleurs? Voilà, trouver ces gens-là. Et ensuite, tous les jours, contacter au moins, je dirais, 5 à 10 personnes. Plus vous allez contacter des gens, mieux c'est. Mais voilà, être proactif pour aller chercher ces personnes. Peut-être que ce sont des gens qui vous suivent déjà sur les réseaux sociaux, mais bon, j'ai dit qu'on part de zéro, donc imaginons que vous n'avez même pas de réseaux sociaux, vous n'avez aucun abonné. Dans ces cas-là, il va falloir aller dans les endroits où se trouvent ces gens et les contacter, avoir des conversations régulières. Imaginez que voilà, vous faites 10 conversations par jour. Donc sur une semaine, vous en aurez 50. Sur les 50 conversations, vous allez avoir, j'imagine, la moitié, 20 personnes ou 25 qui décident de prendre un appel avec vous. Et sur les 25 personnes qui prennent un appel, imaginez qu'il n'y a que 3 personnes qui achètent, bah, ça vous fait déjà du chiffre d'affaires. Donc voilà, être osé, aller chercher ces gens, contacter ces gens si vous partez vraiment de zéro. Et si vous ne partez pas de zéro, vous avez déjà une audience, vous avez déjà une présence, bah, intéressez-vous à cette audience que vous avez actuellement. C'est-à-dire Mm. pourquoi ces gens vous suivent, comment aller créer le lien avec ces gens directement, de façon directe. Mm. N'ayez pas peur d'aller dans les DM, d'aller contacter vos abonnés, ceux qui likent, ceux qui commentent, ceux qui montrent de l'intérêt. Voilà, parce que s'ils montrent un intérêt, c'est comme s'ils vous invitaient en fait à creuser davantage, à savoir, OK, pourquoi ils sont là. Donc voilà, moi c'est ce que je conseillerais. La publicité, c'est un bon canal aussi. Pour Mhm. ceux qui ont le budget, peut-être que vous avez l'argent, mais vous n'avez pas le temps de faire les stratégies organiques qui prennent quand même assez de temps. Donc si vous avez plus de temps que d'argent, faites la stratégie organique, contactez des gens. Et si vous avez Mhm. plus d'argent que de temps, par exemple, vous êtes salarié à côté, vous avez que 2 heures pour bosser sur le business, mais vous avez l'argent tous les mois et tout, bah, investissez tout de suite en publicité. Vous pouvez faire Mhm. une campagne qui vous emmène rapidement des prospects, rapidement des rendez-vous, et comme ça, bah, vous engrangez les premiers résultats. Et puis, bah, moi, c'est un peu la transition que je recommande, hein. Les gens qui sont encore salariés, je ne leur dirais pas de quitter le boulot salarié tant qu'ils n'ont pas une preuve que bah, le business peut tourner déjà. Donc Mhm. voilà, faites les choses progressivement. Ensuite, vous pouvez lâcher le boulot. Ensuite, bah, déléguer. Ensuite, scaler, devenir manager ou leader, comme vous voulez. Voilà, mais c'est pas à pas. J'aime bien l'idée de on va partir du leadership. J'aime bien cette idée-là. Ouais. Parce que c'est vrai que au final, mine de rien, quand tu es entrepreneur, que tu sois seul ou non, il faut quand même être un certain leader, savoir où tu vas, savoir prendre les décisions. Et tu le dis très bien, et tu le disais très bien aussi en introduction, je trouve que le plus difficile, en fait, c'est de se lancer. Pour moi, à partir du moment où tu te lances, t'as déjà pris en tout cas la décision la plus Mhm. dure. Parce que justement, il faut quitter ce confort-là, il faut quitter cette sécurité aussi, parce que mine de rien, ce que l'on n'a pas trop évoqué dans cet épisode de podcast, c'est que quand tu décides d'avoir une vie, ou du moins de construire un business autour de ta vie, il faut que tu saches où est-ce que tu veux aller dans ta vie. Donc il y a aussi, tu vois, ce truc d'introspection, de
de ne plus être chapeauté par des trucs un peu extérieurs de ton boss qui veut que tu ailles à tel endroit, qu'il faut que tu fasses tel objectif, qu'il faut que tu fasses telle Mhm. stratégie. Là, en fait, tu es seul face à toi-même et tu te dis, OK, qu'est-ce que je veux pour ma vie? Et OK, ben, comment est-ce que je vais construire mon business autour de ça? Et tu le disais très bien, c'est vraiment au cas par cas. On a toutes des visions différentes, on a toutes des envies différentes, on a toutes des personnalités différentes. Moi, je le vois tous les jours hein, dans la création de contenu. Il y a des femmes qui sont OK de se montrer. Il y en a d'autres qui sont hyper à l'aise face caméra. Il y en a d'autres, c'est mais hors de question, c'est impensable. Il y en a certaines qui adorent faire des reels, d'autres qui détestent. On est toutes différentes et c'est vrai que j'aime bien dans ta construction et dans la vision que tu as des choses, de réussir à avoir cette personnalisation face à chacune et face à chaque état d'esprit, tu vois. Ouais, ok, mais déjà, si tu dis ça, ça veut dire que même les personnes qui nous écoutent, elles ont cet avantage de pouvoir, au départ, justement, quand elles se lancent, personnaliser leur approche. Et c'est ça qui fait la puissance d'un business qui démarre. Quand on est déjà un peu gros, c'est difficile d'aller personnaliser, d'aller, tu vois, on veut plutôt standardiser tout le process. Et quand on est encore petit, bah, je trouve Mm. que c'est vraiment puissant de pouvoir se dire, ok, je peux faire, par exemple, une vidéo personnalisée pour présenter mon offre à cette personne, je peux et ça, c'est puissant. Donc, vraiment, prenez-le comme un avantage hein, pour ceux qui nous écoutent. Vous partez déjà avec cette Mm. avance-là de pouvoir personnaliser votre approche. Donc, les actions marketing peuvent être beaucoup plus efficaces que, une grosse entreprise. Bah, aujourd'hui, moi, j'ai du mal à personnaliser. Quand tu as, par exemple, toi, tu as plus de 20 000 abonnés aujourd'hui, mais j'imagine que tu peux pas contacter individuellement chacun de tes abonnés, c'est compliqué. Mais au départ, bah, c'est ce que je conseille, hein, profiter de cette opportunité. Bah moi, c'est ce que j'ai fait au début. En fait, Mhm. je suis vraiment partie du principe de me dire, en fait, j'ai personne, il y a personne qui me connaît, j'ai pas d'abonnés. Et en plus de ça, moi, j'ai construit la But First Academy en 2023. Donc, il y avait déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde sur le marché, Bah oui. beaucoup de concurrence, beaucoup de gens qui étaient déjà placés. Et rappelons-le, moi, je n'étais pas sur Instagram de base, c'est pas du tout mon expertise. Donc, Mhm. j'arrive sur une plateforme où je sais qu'il y a mon audience, tu le disais très bien tout à l'heure. Il faut être où se trouvent nos clientes. Donc c'est ce que j'ai fait en allant sur Instagram. Mais après, il faut tirer son épingle du jeu et je me suis dit, en fait, je vais pas le voir comme quelque chose de microscopique. Je vais plus me dire, je vais me poser un challenge et me dire, à la fin de l'année, si j'ai contacté une personne par jour, ça fait 350 personnes. Et mieux, c'est pas juste de les contacter, mais je vais aider cette personne-là. Mhm. Et du coup, au début, en fait, j'avais énormément d'échanges en DM avec les gens. D'ailleurs, je me souviens, j'avais 4 ou 5 000 abonnés dans la But First Academy. Et il y a une abonnée qui m'a répondu, franchement, je te souhaite un jour de ne pas réussir à faire ce que tu es en train de faire parce que cette personnalisation est dingue. Aujourd'hui, on Ça, c'est arrive à ce super. stade. Ouais, et c'est gratifiant, tu vois, de se dire, ok, j'ai vraiment créé un lien humain et j'ai créé aussi une communauté vis-à-vis des liens qu'on avait et vis-à-vis des échanges. Donc pour moi, Mhm. franchement, je trouve que c'est la meilleure direction à prendre de s'intéresser à l'autre et d'écouter l'autre et Mhm. de se poser la question, comment est-ce que je peux l'aider? Quelle est sa problématique aujourd'hui? Même quitte à ce que tu vois, moi au début, j'avais pas forcément quelque chose à vendre, je voulais juste comprendre ce qui se passait sur le marché. Bah, c'est Et ça. avec cette, j'irai pas authenticité parce qu'aujourd'hui c'est trop galvaudé, mais avec cette pureté de se dire, bah, en fait, je veux juste parler avec toi, j'ai rien à te vendre. Je veux juste savoir ta vie, comment tu vas et comment ça se passe. Bah, mine de rien, en fait, c'est comme ça qu'est est vraiment née la phrase dans mon business, fais le basique bien fait. C'est tout, C'est tu vois. puissant. Et par rapport à ce que tu dis, j'aime bien dire aussi, soyez intéressé Ouais. par l'autre et non intéressant. Cherchez plus à être intéressé qu'à être intéressant. Et bah, ça changera la façon dont vous approchez. Et c'est surtout pour parler aux personnes qui ont un peu peur, parce qu'il y a des gens qui ont un peu peur d'aller, ils croient qu'ils vont déranger en Mm. faisant ça. Et en fait, non, si vous êtes intéressé par l'autre et que vous venez vraiment avec cette approche d'aider, comme tu dis, Marine, l'énergie sera différente, là, l'interaction sera différente. Ouais. Parce que du coup, t'es dans un rapport de 50-50, un rapport où, en fait, c'est pas moi qui suis en train de te vendre quelque chose et c'est pas moi qui essaie de te convaincre. T'es vraiment Mhm. là pour la résolution du problème et moi, j'aime bien dire que vendre, c'est servir. Donc, il faut pas avoir peur de déranger. Si t'as la solution au problème que la personne est en train de t'exposer, c'est là où réellement la vente est beaucoup plus facile parce que ce fameux leadership, au final, tout le monde a peur de vendre, tout le monde a peur de prendre sa place. Bah, au final, il n'y a plus de peur à avoir, ça devient presque naturel et c'est un peu comme de l'eau de roche, quoi. C'est clair, quoi. Il y a pas à C'est chercher à midi à 14 heures.
Exactement. Et là, il y a une notion de patience, j'imagine aussi que, je sais pas ce que tu me dis, que si tu contactais une personne par jour, au bout de 1 an, tu auras contacté 365 personnes. Ça, c'est puissant parce que c'est quand on met les chiffres vraiment sur la table qu'on réalise que, bah, en fait, il y a un potentiel. C'est Ouais, juste on ne va pas aller, on va pas chercher ce potentiel-là en nous. Donc, exactement. le calcul, si je fais le double, tu contactes 10 personnes par jour, tu as contacté 3000 personnes en une Ouais, année, quand même. Donc, en une année, imagine que seulement 5% de ces 3000 personnes t'aient dit oui pour que tu les aides. C'est quand même, tu vois, c'est un game changer pour ton activité. mm, Donc, ouais, bah, mais moi, je pense beaucoup en termes de chiffres. Je prends des décisions beaucoup avec les chiffres et les faits. Donc, souvent, quand les gens me disent, bah, j'ai pas réussi à faire X ou Y, je leur dis, OK, c'est quoi tes données aujourd'hui? C'est quoi tes chiffres? Qu'est-ce que tu as mis comme input? Et mm, qu'est-ce qui est derrière comme output. Donc, moi, j'invite à faire ce petit exercice à chacun, hein, si vous nous écoutez, de dire, OK, c'est quoi les inputs, c'est-à-dire le nombre de conversations que je dois avoir, ou alors, si je fais la pub, l'investissement que je dois mettre en pub, et c'est quoi l'output que ça va m'apporter. Et tous les mhm, jours, je fais juste un peu, un peu d'action qui me rapproche de ça, de ce input-là. Donc, focus, focus. C'est pas ouais, facile, mais c'est simple. Le exactement. concept, c'est pas facile de faire ça, de rester régulier, mais c'est simple dans l'idée, dans la théorie. Il faut juste qu'on soit focus pour que ça marche. C'est pour ça que j'aime bien dire que les chiffres ne mentent pas. Et quand il y a une stratégie qui fonctionne pas, il faut mettre son nez dans les chiffres. Et je sais que celles qui nous écoutent, vous aimez pas trop analyser et aller voir les statistiques, etc. Parce que parfois ça peut être un peu déprimant, ou parce que parfois vous savez pas quoi aller analyser, ou parce que vous les comprenez pas, ou parce que justement vous n'avez pas de direction et du coup vous ne savez pas où regarder. Mais sans Mhm, objectif, tous les résultats vont vous aller. Donc faites en sorte ici d'adapter vos actions. Et c'est comme ça qu'en fait que vient la régularité. Oui, au début, moi quand j'ai contacté les gens, je suis quelqu'un d'extrêmement timide. Donc je me disais, putain, je vais grave les déranger, ça se fait pas trop de rentrer comme ça en contact avec la personne, on se connaît pas. Et puis au final, petit à petit, j'y ai vraiment pris goût. Au bout d'une semaine, 10 jours, je me suis vraiment dit, en fait, c'est ça ma place. J'aime vraiment parler avec les gens. Et il m'a pas fallu un an pour vendre. Passer un mois ou deux, en fait, très rapidement, les gens en fait se souvenaient de moi. Ah ben Marine, on avait parlé de ça l'autre jour, j'ai vu ta story. Est-ce que tu as un truc autour de ça? Parce qu'au final, ben, vous avez juste semé des petites graines et c'est pas genre je fais une discussion, la personne, j'ai pas trop quelque chose à lui vendre et après, bon, ben, c'est mort. Non, la personne, elle reste, elle s'intéresse à la communauté et en fait, c'est comme ça que petit à petit, le chiffre grossit. Non pas le chiffre d'abonnés, parce que les followers, pour moi, ça ne veut rien dire, mais le chiffre de votre communauté et de vos potentiels clients. Donc, c'est vraiment, en fait, j'aime bien dire que c'est une toile d'araignée qu'on va tisser petit à mhm, petit. mhm. Si les gens qui nous écoutent aujourd'hui se disent qu'il y a peut-être certaines choses à restructurer, certaines choses à changer, voire même qu'ils ont envie d'utiliser ta pédagogie avec le CLOS. Comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour travailler avec toi? Alors, c'est simple, déjà le Instagram. Moi, je suis assez présente sur Instagram. C'est vrai que aujourd'hui, je m'active aussi beaucoup sur YouTube. Donc, si vous préférez écouter les vidéos et tout, bah, vous avez la chaîne YouTube Existez Temps pour en savoir plus sur ce qu'on propose. Et bah, à ce moment-là, vous pouvez nous contacter simplement via la description YouTube, via la description Instagram, via voilà, toutes les infos sont sur les réseaux sociaux. Après, je tiens à préciser que bah, forcément, ce qu'on propose, c'est LOS, bah, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Donc, Complètement. on va vraiment pouvoir aider seulement, je dis on, mon équipe et moi. On peut aider que les personnes qui sont dans l'accompagnement, parce que c'est ce que moi j'ai fait, c'est un peu mon expertise. Donc, si vous vendez des produits physiques, si vous êtes dans d'autres domaines, voilà. Moi, je n'ai pas forcément l'expertise pour ça. Mais si vous êtes coach, thérapeute, dans l'accompagnement, etc., bon, oui, ce sera avec grand plaisir qu'on échangera avec vous pour voir si on peut vous aider. De toute façon, je vais mettre toutes les informations dans les notes de cet épisode. Vous aurez la chaîne YouTube, vous aurez l'Instagram, vous aurez le site internet. Comme ça, vous n'hésitez pas à aller fouiller, à les regarder. Et si vous avez la moindre question sur si c'est réellement fait pour vous ou pas, voire même s'il y a un point qui a résonné dans votre quotidien, dans vos stratégies, dans votre vision business, n'hésitez pas à nous envoyer un message. C'est toujours un plaisir de pouvoir vous lire. Merci à toi, Isis, pour ton temps. C'était un vrai plaisir de t'accueillir parmi nous. Et C'est je moi te dis qui te remercie. Passez une belle journée. À bientôt, Marie.